Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la review de Extreme Rules 2009. Au final, voilà, je l'ai sorti en retard, je devais la sortir hier, finalement vous l'avez lundi. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de retard quand je dois sortir une vidéo. Ça fait une paire de semaines que j'ai pu sortir une vidéo le vendredi. Enfin bref, écoutez, on va pas perdre de temps. Je vais déjà vous présenter ce pay-per-view, voir à quoi il ressemblait. Donc, alors, Extreme Rules 2009 s'est tenu le 7 juin 2009. C'était donc à la Nouvelle-Orléans, donc en Louisiane, donc à la New Orleans Arena. Ils se sont pas fait chier pour le nom de l'arène, devant un peu plus de 9000 spectateurs, ce qui est pas énorme, honnêtement, pour un pay-per-view. C'était pas une très très grosse salle. Et pour ce qui est du thème musical, eh bien, on avait You Are Going Down de Sick Puppies, donc une musique que j'aime bien. Et je vous avoue que ça m'a rappelé pas mal de nostalgie rien qu'en réécoutant cette musique. Enfin bref, voilà. Écoutez, je vais pas perdre de temps, je vais rentrer directement dans la review de ce show. Donc l'opener de la soirée, donc c'était un Fatal 4-Way pour le titre US. Donc on avait Kofi Kingston, le champion, contre William Regal, MVP et Matt Hardy dans un match qui a duré un peu moins de 7 minutes. Donc c'est pas énorme franchement. Et surtout, je comprends pas. C'est-à-dire que donc c'est un pay-per-view qui s'appelle Extreme Rules. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, c'était la première édition de Extreme Rules, puisque l'année d'avant c'était One Night Stand / Extreme Rules. C'était pas encore officiellement les pay-per-view Extreme Rules. Donc là, c'était la première édition. Tu commences un pay-per-view qui s'appelle Extreme Rules par un match qui n'a pas de stipulation. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas rajouté une stipulation à ce match. Je comprends pas. Ça aurait pu être sympa. Tu mets un Extreme Rules match avec ces 4 catcheurs là. Et bon, voilà. Après, c'est qu'un détail. Peut-être que vous allez me dire que je casse les couilles pour rien. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Je trouve ça un petit peu bête. Enfin bref, donc du coup, Fatal 4-Way pour le titre US dans un match qui a duré un peu moins de 7 minutes. Donc c'est pas énorme. Et puis je vais pas vous mentir que ce match, je vais un peu l'expédier parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai juste noté que Matt Hardy en fait avait sa main dans le plâtre et au final c'était un match pas ouf, je vais pas vous mentir. C'était pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que tu as 4 catcheurs autour du ring, même si c'est pas les 4 catcheurs qui me font les plus rêver, euh, t'aurais pu faire mieux. Honnêtement, je trouve que ce match aurait pu être bien mieux. Le match était franchement pas dingue. Et j'ai noté au final que c'est Kofi Kingston qui a conservé le titre des États-Unis avec un Trouble in Paradise au passage botché sur William Regal. Au final, le kick n'est pas botché, mais en fait, normalement, il se retourne pour mettre son coup de pied. Là, en fait, il s'est pas retourné. En fait, c'est comme s'il avait mis un enziguri. Donc, au final, même le finish est botché. Donc, c'est un petit peu problématique. Et c'est vrai que le match, pour moi, m'a un petit peu déçu. Je m'attendais pas à un 5 stars quand j'ai vu qu'on allait avoir ce match. Mais je m'attendais quand même à mieux. Donc, au niveau de la note, j'ai mis 5,5 sur 10. Donc, on commence pas forcément très très bien la soirée. Ensuite, on enchaîne avec, alors là par contre c'est les montagnes russes, puisque le deuxième match de la soirée c'était un No Holds Barred match entre Chris Jericho et Rey Mysterio qui était le champion intercontinental et c'était un match pour le titre intercontinental dans un match qui a duré un petit quart d'heure, un tout petit peu moins de 15 minutes. Et au final, ce match, cette rivalité était basée sur le fait que Jericho voulait absolument démasquer Rey Mysterio. Pour lui, c'était un petit peu une fraude, une honte, voilà, tout ce que vous voulez. Et pour lui, il voulait vraiment détruire ce message, ce masque de Rey Mysterio qui est un petit peu, on va dire, son identité. Et il voulait absolument lui enlever, on ne sait pas pourquoi. Et on avait notamment vu à SmackDown, parce qu'ils ont retracé la rivalité, Jericho qui s'était déguisé en fan de Mysterio, il avait carrément mis un masque dans le public en attaquant derrière Mysterio. Donc j'avais trouvé ça quand même assez cool, on va pas se mentir. Sinon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Pour ceux qui l'ont déjà vu, je pense que vous savez ce que je vais dire, mais honnêtement, c'est un excellent match. Voilà. Alors, je sais qu'ils ont une revanche au pay-per-view d'après de Bash. Je crois dans mes souvenirs qu'elle est encore meilleure, mais ce match est vraiment très très bon. Il y a énormément de contres dans ce match et c'est une chose que j'aime beaucoup. Quand dans un match de catch, tu as beaucoup de contres et des contres que tu ne vois pas arriver, j'adore vraiment, j'aime beaucoup ça. Et si vous aussi vous aimez ça, vous allez vraiment être servi dans ce match. J'ai également noté qu'il y avait un très très bon rythme. C'était un rythme quand même assez soutenu. Et au final, écoutez, je vais revenir sur la fin du match que je trouve vraiment génial et qui conclut parfaitement ce match. Si vous voulez, à un moment donné, Jericho réussit à porter le Walls of Jericho sur Rey Mysterio.
Mysterio arrive en fait à se saisir d'une chaise qui était posée dans le ring pour frapper Jericho avec. Il lui met donc un gros chair shot dans la tête. Du coup, Jericho est sonné et tombe directement dans les cordes. Donc du coup, vous savez ce qui se passe. Mysterio veut porter le 619. Sauf que Jericho, ce génie, ce fourbe, en fait, quand Mysterio est dans les cordes pour porter le 619, on a Jericho qui retire le masque de Mysterio. Donc forcément, Mysterio, il cache son visage parce que c'est le but. Au Mexique, les luchadors, pour eux, c'est leur identité. Pour eux, c'est un affront de leur retirer leur masque. C'est un véritable affront, c'est une honte. C'est vraiment leur identité. Et du coup, Mysterio se cache le visage. Et du coup, cet enfoiré de Jericho en profite pour porter un roll-up en fait sur Mysterio qui ne se dégage pas du coup. Et donc voilà, nouveau champion intercontinental, Chris Jericho. Donc une fin absolument géniale. Je ne sais pas si c'est pas la première fois, sans déconner, qu'un catcheur retire le masque de Mysterio. Je sais que Del Rio l'a fait à Money in the Bank 2011 et j'avais trouvé ça d'ailleurs génial aussi parce que c'était vraiment bien trouvé. Mais je crois que c'est vraiment la première fois qu'un catcheur le fait, en tout cas à la WWE. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Mais au-delà de ça, c'était un excellent match. C'était vraiment un excellent match entre les deux. Et pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. En tout cas, en termes de in-ring pur, c'est le meilleur. Voilà, pour moi, c'est le meilleur match de la soirée en termes de in-ring pur. Et c'est un match que je vous conseille absolument. Du coup, pour la note, j'ai mis 9 sur 10. Et je crois d'ailleurs qu'on m'a demandé de faire la review du Bash 2009. Donc, je vais peut-être la faire dans les prochaines semaines. Parce que j'ai vraiment envie de voir cette revanche entre les deux. Parce que ce match, rien que ce match, était déjà vraiment très très bon. Ensuite, on enchaîne avec l'un des pires matchs de la soirée. C'était un Samoan strap match entre CM Punk et Umaga Rest in Peace. C'était un super heavyweight que j'aimais beaucoup. Dans un match de 9 minutes. Bon voilà, très clairement, c'est pas l'affiche qui est répugnante, parce que honnêtement, un CM Punk Umaga, ça peut donner un match pas mal du tout. Mais c'est la stipulation. Je veux dire, les strap matchs, ça n'a jamais donné d'excellents matchs, ça n'a jamais donné de classiques. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, peut-être qu'il y en a qui écoutent cette vidéo qui ne savent pas ce que c'est. En gros, le but c'est que les deux catcheurs sont reliés avec une sorte de corde, voilà. Et en gros, le but c'est de toucher les quatre coins du ring sans que son adversaire casse en fait le momentum. Il faut que ce soit fait d'affilée, en fait. Voilà. Et voilà, en fait, le match, il était vraiment pas terrible. Mais c'est dommage, parce qu'un Umaga CM Punk dans un match simple, ça peut vraiment donner un match pas mal du tout. Et du coup, ce match, il était vraiment pas terrible. Et du coup, en fait, à la fin du match, parce que je vais pas beaucoup développer ce match, hein, désolé. On avait Punk qui avait touché 3 coins sur 4. Il était donc à 2 doigts de gagner. Et en fait, on a Umaga qui le retenait. Donc du coup, forcément, Umaga a plus de force que Punk. Donc du coup, Punk n'arrive pas à toucher le 4e coin. Et là, en fait, on a Umaga qui se jette sur Punk en voulant lui porter le Samoan Spike. Donc c'était son fameux coup de pouce. Et en fait, on a Punk qui le porte pour lui porter le GTS. Et donc, il peut taper dans le 4e coin. Donc voilà, victoire de CM Punk sur Umaga. C'était pour moi le deuxième pire match de la soirée. C'était vraiment pas terrible entre les deux et c'est bien dommage. J'ai mis 4 sur 10. Et ouais, franchement, c'est dommage. Mais bon, voilà, je vais pas me forcer à donner une bonne note, même si c'est CM Punk. Donc, voilà. Ensuite, on enchaîne avec un triple threat match. Donc, c'était un hardcore match en plus de ça. Pour le ECW Championship. Donc, on avait le champion qui était Christian contre Jack Swagger et Tommy Dreamer. A noter que je crois que si Tommy Dreamer perdait le match, c'était son dernier match à la WWE. Le match a duré un peu moins de 10 minutes. Donc forcément, alors les armes utilisées, je vais quand même le rappeler, c'est un hardcore match. Il y a des poubelles, et je précise beaucoup de poubelles, des kendo sticks et une béquille en bois qui aura servi une seule fois. Voilà, c'est tout. Alors, je veux bien que c'est de la PG, ça, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Je peux comprendre aussi qu'il n'y ait pas de sang. Ok, d'accord, je peux comprendre, c'est sous l'air PG, mais pourquoi il n'y a pas de chaise? Pourquoi il n'y a pas de table? Pourquoi il n'y a pas d'échelle? Pourquoi il n'y a pas de panneau stop? Pourquoi il n'y a pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi il n'y a pas de caddie? Enfin, genre, ils avaient que ça? Pourquoi il y avait que des poubelles sous le ring? Genre, what the fuck?
Genre les gars, ils ont été dévalisés une décharge publique ou quoi? Enfin, what the fuck, avec des poubelles sous ce putain de ring? Vous aviez pas quelque chose d'autre à m'offrir? Enfin, je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Sinon, bah, le match en lui-même, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était pas dégueulasse, il y a eu des spots sympas. Je peux pas me plaindre, il y a des armes qui ont servi, les poubelles par exemple. Quelques coups de kendo stick aussi par-ci par-là. Mais c'est vrai que pour moi, c'était quand même un petit peu décevant. Voilà. Je vais quand même revenir sur le spot final. Donc en fait, bah, c'est tout simple. Tommy Dreamer met un coup de béquille en bois sur la tête de Jack Swagger, donc la béquille explose. Et derrière, il enchaîne avec son DDT, donc sa prise de finition. Pour la victoire de Tommy Dreamer, qui devient le ECW Champion. Ça se voyait que ça lui faisait plaisir. Alors, cette ECW là, c'était très très loin de celle qu'il a connue à ses débuts, hein. Mais voilà, ça se voyait que ça lui faisait vraiment plaisir, donc c'était une image cool. Mais c'est vrai que le match en lui-même, pour moi, il est un petit peu décevant. C'est un hardcore match, il dure moins de 10 minutes. Dommage. Honnêtement, dommage encore une fois. Je pense que ce match aurait pu être bien mieux que ça, même si. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, honnêtement, c'était pas si pourri que ça. C'était un match pas trop mal. J'ai mis 6,5 sur 10, mais encore une fois, dommage. Honnêtement, dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on enchaîne avec enfin entre de grandes guillemets, hein, match. Hein. C'était un Nog Pen match, donc un peu un match de la porcherie, si je peux vous le traduire, entre Vicky Guerrero et Santina Marella. Alors, moi je veux bien, on peut critiquer la division féminine actuellement. Par exemple, vous le savez, mais le fait qu'Alexa Bliss soit de nouveau championne, ça m'a cassé les couilles. Le fait qu'elle ait gagné la mallette, ça m'a bien cassé les couilles, très clairement. Le règne de Nia Jax était vraiment pas terrible. Et celui d'Alexa Bliss juste avant était vraiment pas terrible non plus. Et voilà, je peux me plaindre, il n'y a pas de souci. Mais on a quand même fait du chemin. Vous vous rendez compte quand même qu'on a eu Santina Marella, donc Santino déguisé en femme, travesti quoi, contre Vicky Guerrero dans un match de la porcherie. En pay-per-view. En pay-per-view. C'est quand même incroyable. Alors, contrairement à Jerry Lawler contre Michael Cole de WrestleMania 27, ils nous ont pas non plus craché à la gueule. Le match a duré un petit peu moins de 3 minutes. C'est quand même trop. Mais voilà, au moins ils l'ont pas fait durer à rallonge, heureusement d'ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une seule prise dans ce match, un back body drop de la part de Santino, hein, sur Chavo Guerrero directement dans la boue. Il a également envoyé Chavo dans les cochons. Enfin, voilà, sans déconner, et rien que d'en parler, j'ai l'impression de passer pour un teubé. Donc, vous savez quoi? Je vais vous expédier ça parce on va pas y rester plus longtemps. En fait, la victoire de Santina Marella, eh bien, c'est grâce à un roll-up sur Chavo Guerrero. Et vous allez me dire, mais Mathieu, normalement, c'était pas Vicky qui devait catcher. Eh ben, en fait, Vicky Guerrero, vu que c'était la GM de Raw à l'époque, enfin, pardon, SmackDown, bah, juste avant, elle a dit, ouais, maintenant c'est un match handicap et il y a Chavo qui vient avec moi. Et tu voyais que Chavo, forcément, il était pas très content. Et finalement, ensuite, Vicky se prend un genre de seau pour la bouffe de cochon, je sais pas quoi, dans la gueule. Chavo, il est plein de merde. Enfin, bref. Voilà. Pour ce qui est de la note, hein, puisque, bah, désolé, mais je vais le noter. Alors, bien sûr, ça va complètement flinguer la moyenne du pay-per-view. Mais je suis désolé. C'est un match de merde. C'est même pas considéré comme un match de catch, cette merde. Mais c'est un match. Donc, désolé, mais je dois le noter. Et techniquement, un match qui dure moins de 3 minutes avec un seul move de catch, une seule prise, ben j'ai mis 0. Est-ce que vous allez m'en vouloir? Désolé, je mets 0 à ça, je peux pas faire autrement. Et on va enchaîner, parce que bah, j'ai déjà parlé assez longtemps de ce match de merde. Donc, le prochain match, qu'est-ce que c'était? Là, donc on revient quand même au sérieux. C'était un match de cage, donc déjà vous vous dites, oh merde, Mathieu il va pas donner une très bonne note à ce pay-per-view, parce que je pense que vous le savez, je suis pas un très grand fan de cette stipulation. Donc un match de cage donc pour le WWE Championship, on avait le champion Randy Orton contre Batista dans un match de 7 minutes. J'ai bien dit 7 minutes. Pour l'instant, il y a un match qui a dépassé les 10 minutes dans ce pay-per-view. Mais ils ont quand même trouvé le temps de faire tout le truc avec Santina et Vicky juste avant. Hein. Bref, donc 7 minutes pour le WWE Championship, je suis désolé, pour moi c'est pas assez. Bref.
Donc Batista contre Randy Orton, il y avait notamment Ric Flair qui est au milieu de cette rivalité, puisqu'à un moment donné, Randy Orton s'en était pris physiquement à lui. Et à un moment donné, d'ailleurs, Batista n'est pas passé pour un con, puisqu'en fait, à un moment donné, Orton et Flair étaient dans la cage. Orton était en train de défoncer Flair. Batista est venu pour essayer de sauver Ric Flair. Et tu voyais qu'il était hors de la cage et qu'il était énervé parce qu'il pouvait rien faire. Et tu vois derrière Orton qui met un gros coup de pied, hein, le punt kick sur Flair, et tu voyais Batista qui était ravagé, qui était dévasté. Mais Dave, je t'aime beaucoup, tu as été mon catcheur préféré au début, mais pourquoi tu n'as tout simplement pas escaladé cette putain de cage? Pourquoi? Juste pourquoi? Explique-moi. Bref, je m'éloigne du sujet, mais je vous avoue que quand j'ai vu ça dans le résumé de la rivalité, je me suis senti obligé de le mentionner parce que je trouve que ça fait vraiment passer Batista pour un teubé pour le coup. Donc bah, ce match, forcément, je ne vais pas y rester très longtemps, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. J'ai noté que pour résumer ce match, bah, c'est très simple. On a Batista qui veut se battre et on a Orton qui veut se barrer, tout simplement. Et au final, bah, je vais vous raconter la fin parce que moi je trouve ça assez intéressant, puisqu'en fait, la seule fois où Orton avait vraiment le temps de s'échapper de la cage parce que Batista était KO, la seule fois où il avait vraiment le temps de le faire, bah, il a préféré rebrousser chemin et il a voulu porter un punt kick sur Batista et en fait bah, c'est ce qui va lui coûter le match puisque donc il veut porter le punt kick, Batista l'esquive, donc du coup tu vois Orton qui se pisse dessus et donc il veut à nouveau escalader la cage, Batista le chope, il veut lui porter la Batista bombe, Orton arrive à descendre des épaules de Batista, il veut porter le RKO, Batista le balance dans la cage tête la première, Orton revient, boum, Batista bombe, 1, 2, 3, nouveau champion de la WWE, Batista. Match qui a été très court, hein, 7 minutes. Alors par contre, je sais que Batista s'est blessé, alors je ne sais pas si c'est aussi pour ça, je pense que le match a peut-être été raccourci, mais je sais que Batista s'est blessé pendant ce match, et c'est pour ça que, à la base, sur le poster de The Bash, normalement sur Google Images, vous pouvez le trouver, à la base, sur le poster, c'était Batista. Au final, ils l'ont retiré et donc sur le poster de The Bash 2009, c'est Jeff Hardy. Et je crois qu'à la base, le Three Stages of Hell entre Triple H et Randy Orton, bah à la base, ça devait être Batista et Randy Orton. Mais vu qu'il s'est blessé, et bah du coup, ils ont dû changer leur plan. Voilà, ça c'est cadeau. Si vous ne le saviez pas, je vous apprends peut-être un truc. Mais tout ça pour dire que du coup, c'est quand même assez maigre. C'est pour le WWE Championship, ça dure 7 minutes, c'est dans un match de cage. C'est quand même pas fou, on va pas se mentir. J'ai mis pile la moyenne, j'ai mis 5 sur 10. Mais au final, ça m'arrange l'air de rien. Le match n'a pas été très long, c'est vrai. Mais voilà, vous le savez, je n'aime pas cette stipulation. Donc au final, c'est peut-être un bien pour un mal. Donc voilà. Ensuite, on arrive à l'avant-dernier match de la soirée, puisque oui, la soirée n'est pas terminée. Et là, vous vous dites, attends Mathieu, mais qu'est-ce qui peut se passer entre les deux matchs de championnat du monde et pourquoi ce match-là va durer 19 minutes? J'ai oublié de le préciser, hein, le match dont je vais vous parler là, il a duré 19 minutes, presque 3 fois plus longtemps que le match pour le WWE Championship. Et c'est le deuxième match le plus long de la soirée, à 1 minute près du main event. Et ben c'était le Roman Reigns de l'époque, c'était John Cena face au Big Show, dans un match de la soumission, un submission match. Un match qui emballait très peu de gens, je pense, à l'époque, et même maintenant, hein, en le revoyant, ça m'emballait pas vraiment. Et l'histoire de ce match, c'est que John Cena n'arrivait pas à porter le STF sur le Big Show, parce que bah, comme son nom l'indique, le Big Show, il est big. Et donc du coup, bah, John Cena, il n'arrivait pas à porter son STF, et donc tu voyais John qui était mais désespéré, il a essayé plusieurs fois dans le match de lui porter, mais rien n'y fait, le Big Show est trop gros. Hein. Et trop large, trop gros, vous m'avez compris, je le taille pas sur son poids. Et donc du coup John Cena il se dit putain mais comment je vais faire pour gagner? Et bien ce qui se passe, parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais John Cena, bien évidemment John Cena va gagner, c'est un petit peu comme... Et pourtant le Big Show s'est bien défendu, franchement le Big Show s'est bien défendu, il a essayé plusieurs prises de soumission, par exemple l'abdominal stretch, il a également tenté le beer hug, en mode André le géant, hein. Voilà, il a essayé plusieurs tactiques, il a essayé plusieurs techniques, mais c'est un petit peu comme face à Superman.
tu peux être un très bon vilain, tu peux être un excellent adversaire pour Superman, tu peux avoir de la kryptonite autour de toi, tu peux faire ce que tu veux, mais à la fin, Superman gagne. Et bien là, c'est exactement pareil, puisque donc John Cena, au bout d'un moment, il arrive à se débarrasser du Big Show, il arrive à le maîtriser. Et là, il se dit, ah, mais j'ai une très très bonne idée. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il bloque la jambe du Big Show entre la première et la deuxième corde, et seulement à partir de ce moment-là, il arrive à porter son crossface, et donc du coup, les commentateurs appellent ça un STF. Enfin, moi j'appelle plus ça un crossface au final. Hein. Mais la réflexion que je me suis faite, bon déjà de 1, c'est que ça paraît peu crédible, genre le Big Show n'arrive pas à retirer sa jambe, tu vas pas me prendre pour un con. Et surtout de 2, John, pourquoi n'as-tu pas tenté le crossface depuis le début de ce putain de match? What the actual fuck? C'est ce que je me suis dit pendant tout le match. John, pourquoi tu veux faire un STF? Tente un crossface, la putain de ta race. Pourquoi t'essayes pas un putain de crossface? Le mec il percute à la fin en faisant un crossface, mais quand même, tu sais, le mec il est un peu gogol, il met quand même la jambe du Big Show dans les cordes pour que ça fasse un STF entre de grandes parenthèses. J'ai trouvé que ça faisait encore une fois passer John Cena pour un peu un teubé pour le coup, vraiment. J'étais là, je me tenais la tête avec ma main, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais, John? Je pense qu'il était mal réveillé, vraiment. Hein. Je pense qu'il n'avait pas bu son café du matin, vraiment. Sinon, voilà, j'ai résumé le match, tout simplement. Victoire de John Cena, voilà, tout simplement. Pour ce qui est de la note, parce que oui, j'en ai pas encore parlé, j'ai mis 5,5 sur 10 parce que le match a quand même été très long. Je pense pas qu'il devait durer aussi longtemps. Je pense que un bon gros 10 minutes, ça aurait suffi. Parce que là, 19 minutes, c'était beaucoup trop long. Hein. Vraiment. J'ai été habitué à voir des matchs du Big Show, forcément avec un rythme très lent. Mais en général, il ne durait pas aussi longtemps. Là, 19 minutes, pour moi, c'était trop long. Surtout qu'il y a quand même pas mal de matchs qui étaient, pour moi, beaucoup trop courts. Et je trouve ça dommage. Honnêtement, je trouve ça dommage. Et du coup, bah voilà, j'ai mis 5,5 sur 10. Et donc, on va enchaîner avec le main event. Et donc, le main event de la soirée, c'est un match que vous avez forcément vu, je pense, au moins une fois. Et si ce n'est pas le cas, ben, je vous le conseille. C'était donc un match de l'échelle, un ladder match pour le World Heavyweight Championship. Un titre qui me manque tellement. Bref, entre Jeff Hardy et le champion de Rated R Superstar, Edge. Petite note que je me suis fait en voyant notamment les entrées de Jeff Hardy, Edge et Batista surtout. Remettez des feux d'artifice, s'il vous plaît. Ça rend un show beaucoup plus cool à regarder. Ça rend les entrées beaucoup plus stylées. Suffit de voir l'entrée de Brock Lesnar avec et sans pyro. Suffit de voir l'entrée de AJ Styles avec et sans pyro. Ça fait plus passer les catcheurs pour des gogols en plus de ça quand il n'y a pas de pyro. Donc, s'il vous plaît, remettez des feux d'artifice. Surtout que c'est pas comme si la VE était dans la merde financièrement. Ils n'ont jamais été aussi riches que maintenant. Donc, Vince, si tu m'écoutes, ce qui est très peu probable, on va pas se mentir, s'il te plaît, remets des feux d'artifice. S'il te plaît. Pense aux fans, s'il te plaît. Bref, donc, Edge contre Jeff Hardy, des habitués des matchs de l'échelle, qui s'affrontent donc pour le titre poids lourd dans un match de 20 minutes, donc c'est le match le plus long de la soirée. Et très clairement, ce que j'ai aimé, et c'est peut-être con ce que je vais dire, mais c'est que les échelles ont beaucoup servi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est déjà arrivé que je regarde un match de l'échelle et que tu aies genre un spot marquant et que le reste du match, les échelles servent limite pas. Et tu es là, tu es en train de te dire, est-ce que c'est vraiment un ladder match ou est-ce que c'est un match simple avec un spot majeur avec une échelle? Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour le coup, j'ai pas de critique à faire par rapport à ça parce que les échelles ont vraiment servi pendant tout le match et ça fait vraiment plaisir. Surtout que des spots qui m'ont vraiment marqué, on va dire qu'il y en a 3. On a notamment eu le Whisper in the Wind de la part de Jeff Hardy du haut de l'échelle sur Edge. On a également j'ai oublié d'en parler de ça, j'ai trouvé ça assez cool. En fait, on avait Jeff Hardy qui s'était mis tout en haut de l'échelle dans le ring. En fait, Edge a roulé, tu vois. Donc du coup, Jeff, il se dit, bon, c'est pas grave, je suis un kamikaze. Il se laisse tomber, en fait, du haut de l'échelle. Et il s'agrippe au titre. Donc en fait, il essaie de le décrocher. Et en fait, on a Edge qui chope la jambe de Jeff. Donc Jeff se casse la gueule.
et tombe directement tête la première sur une échelle. Ça, j'ai trouvé ça quand même bien stylé. On a également, j'allais oublier d'en parler, j'ai trouvé ça quand même assez violent pour le coup, une souplex ventrale de la part de Jeff sur Edge, en fait sur l'échelle, en fait si vous voulez l'échelle était posée à l'envers, c'est-à-dire que le haut était posé en bas pour la fixation, et donc du coup la cage thoracique de Edge est tombée, vous savez, sur les, je sais pas comment on appelle ça, vous savez les trucs qui relient les barres des échelles, donc du coup c'était quand même assez violent pour le coup. Et forcément, les deux spots du match, c'est à un moment donné, les deux étaient en haut de l'échelle à l'extérieur du ring et en fait, ils se sont balancés tous les deux directement sur une échelle qui était posée sur la barricade et l'éperon du ring. Donc c'était méga impressionnant à voir. Pour le coup, c'est Edge qui a le plus douillé. Et enfin, le dernier spot que j'ai relevé, c'est le fameux spot que vous avez tous vu au moins une fois à WrestleMania 17, quand Edge spear Jeff Hardy du haut de l'échelle, en fait. Ben là, elle a voulu lui refaire la même, sauf que Jeff Hardy le contre en hauteur et lui fait du coup un twist of fate. Donc c'était quand même méga stylé. Et en fait, à la fin du match, on a Jeff Hardy qui arrive à bloquer Edge dans l'échelle. Donc en fait, si vous voulez, il y avait le bas du corps de Edge qui pendait dans le vide et le haut du corps de Edge qui était en fait bloqué entre les deux barreaux. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même bien cool. Et en fait, à la fin, tu vois Jeff Hardy qui, juste avant de décrocher la ceinture, passe sa tête en mode coucou. Et j'ai trouvé ça assez drôle. Et donc voilà, nouveau champion du monde poids lourd de Charismatic Enigma Jeff Hardy avec l'explosion du public, bien évidemment. À l'époque, Jeff Hardy, c'était le chouchou du public. Hein. Vraiment, très clairement, il n'y a pas photo. C'était le face ultime. C'était un excellent match. Honnêtement, c'était un excellent match entre les deux. Ça m'a vraiment fait plaisir de revoir ce match parce que je ne l'avais pas revu depuis 2009. Et je ne vais pas vous mentir que j'avais très peu de souvenirs de ce match. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. Et pour moi, c'était vraiment un excellent match. Je dirais que ouais, c'est le meilleur match de la soirée en termes de pur divertissement. D'un point de vue in-ring pur, j'ai préféré Mysterio Jericho. Mais en termes de match, en termes de extrême, bien évidemment, le meilleur, ça reste celui-là. Donc au niveau de la note, j'ai mis 9 sur 10. Et donc, avant de finir la soirée, on avait Jim Ross qui était déjà dans le ring et qui allait donc faire une petite interview post-match avec Jeff Hardy. Sauf que là, boum, tu entends la musique de CM Punk, This Fire Burns, qui retentit dans l'arena. Puisque oui, à l'époque, CM Punk était Mr. Money in the Bank. Et donc il utilise la mallette, il porte une première fois le GTS. On a Jeff Hardy qui se dégage. On a Jeff Hardy qui arrive même à faire un roll-up sur CM Punk. Finalement, Punk se dégage à deux. Et derrière, tu vois Punk qui se dit, bon, il commence à me casser les couilles. Il lui met un high kick dans la gueule et il enchaîne avec un deuxième GTS. Et forcément, c'est terminé. 1, 2, 3, nouveau champion du monde poids lourd, CM Punk. Donc forcément, ça m'a fait très plaisir de revoir ça. C'était son deuxième cash-in, hein, puisque le premier c'était sur Edge, là c'est sur Jeff Hardy. Et ce qui est très cool, bien évidemment, c'est que ça va lancer cette formidable rivalité entre Jeff Hardy et CM Punk, hein, qui aura marqué l'année 2009, et aussi le heel turn de CM Punk, puisque ce cash-in marque définitivement le heel turn de CM Punk, puisque juste avant, même dans la soirée, juste avant, face à Umaga, il était encore face, et là pour le coup, bam, le mec devient méchant, tu vois. Donc voilà, le heel turn de CM Punk. Tout ça pour dire que on finit quand même très très bien la soirée. Et voilà, tout simplement. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 5,56 sur 10, donc c'est quand même pas terrible. Après voilà, il y a forcément le match avec Santina Marella qui fait complètement baisser la moyenne de base du show. Mais c'est vrai que même en enlevant ce match-là, c'est pas un pay-per-view si ouf que ça, sans déconner, j'en gardais de meilleurs souvenirs. Les deux matchs, bien évidemment, à retenir, et il n'y a pas photo, c'est le Jeff Hardy Edge et le Mysterio Jericho. Comme point fort, bien évidemment, il faut aussi retenir le cash-in de CM Punk. Et je ne vais pas vous mentir que c'est un petit peu ce qu'il faut retenir. Hein. Le reste, après, il y a quand même beaucoup de matchs qui sont moyens. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a des matchs qui auraient pu être bien meilleurs. Déjà, par exemple, l'opener, le Batista Randy Orton, le Cena Big Show aurait dû être beaucoup plus court. Hardcore match était quand même assez décevant. Donc c'est dommage. Honnêtement, je pense que ce pay-per-view
mieux booké aurait pu être quand même bien plus cool. Donc c'est dommage. Après voilà, c'est pas non plus une purge. J'ai vu des pay-per-view pire que ça. Mais c'est vrai que c'est pas ouf non plus. Voilà, c'est un pay-per-view que je trouve quand même assez moyen dans sa globalité. Et c'est dommage parce que c'était le premier pay-per-view Extreme Rules. Mais bon voilà, c'est comme ça. Donc voilà, vous avez mon avis, vous connaissez mon avis sur ce pay-per-view. Donc j'attends tout simplement de connaître le vôtre en commentaire. N'hésitez pas à réagir, voilà, donnez votre avis, même si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, même si c'est basé, on va dire, sur l'aspect nostalgique, c'est pas grave. Quel est le match que vous avez préféré, celui que vous avez le moins aimé? Bref, vous connaissez la chanson, je vous invite à liker, ça fait toujours plaisir pour le soutien. Et donc voilà, la prochaine vidéo sur la chaîne, c'est jeudi ou vendredi, mais normalement c'est jeudi sûr et certain. La vidéo pronostic de Extreme Rules 2018 et bien évidemment allez les bleus puisque le match France-Belgique c'est demain 20h. Je veux vous voir devant votre télé en train de chanter Allez les Bleus et chanter la Marseillaise. Voilà, donc on se retrouve jeudi, Allez les Bleus, moi je vous laisse. Allez, salut tout le monde.